Eh bien, bonjour Nathalie, ravi de te revoir. Nous voilà pour le troisième de ce triptyque qu'on est en train de faire Oui, sur l'assassinat de JFK. Et tout ça, c'est autour du livre que tu as écrit, je le rappelle à tout le monde, hein, qui s'appelle Héritage. Vous le voyez juste derrière moi, là. Héritage en français. Et ça a été traduit en anglais. Ça a été devenu un best-seller tout de suite chez Barnes Noble aux États-Unis. Et en anglais, ça s'appelle legacy, hein, qui veut dire héritage. oui, C'est très intéressant parce que j'aime bien le mot legacy presque plus que même héritage parce qu'il y a la notion de leg. dingue, oui. On laisse quelque chose aux autres, etc. Écoute, j'ai eu des conversations avec pas mal de gens à la suite des entretiens qu'on a fait, qui m'ont contacté, qui ont trouvé toutes les interventions très intéressantes qui sont plongées dans le livre, et les gens veulent en savoir plus. Alors, je sais que toute l'approche du livre, c'est un roman, c'est Oui, une approche romanesque, donc tu ne prétends pas faire un documentaire. On en a parlé avec l'interview de Oliver Stone la dernière fois oui, sur comment ça s'est passé, mais je crois que beaucoup de gens veulent des réponses rapides. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet et on veut une réponse rapide, même avant d'avoir écouté les choses jusqu'au bout. Et on le voit souvent dans les commentaires que les gens font. Mais on a eu une conversation en dehors de nos entretiens. Et moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette conversation parce que tu m'as parlé aussi bien du général Flynn que tu as eu l'occasion de rencontrer rapidement, mais qui, je rappelle à tout le monde, qui est très proche de Trump dans son premier mandat et qui avait été arrêté, ils lui ont fait toutes sortes de misères, etc. L'État profond ne le supportait pas. Et également, il y avait un grand mouvement pendant le premier mandat, etc., qui s'appelait Q, oui, et qui ensuite a été usurpé par QAnon. Et dans la tête de la plupart des gens, ils confondaient Q et QAnon, pensant que QAnon c'était une bonne chose, etc. Euh, et ça, c'est dans le contexte non seulement de ton livre, mais du tome 2 que tu es en train d'écrire, éventuellement du tome oui. 3 également. Est-ce que tu pourrais aborder ces sujets, un peu le général Flynn, mais surtout Q et QAnon et tout cela? Oui, Q, la symbolique de Q, pour commencer, ça représente la 17, Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet, hein. C'était aussi le nombre d'agences de renseignement aux États-Unis, 17 agences de renseignement jusqu'en 2020, hein. En 2020, il y en a une de plus. Donc là, on est à 18. Mais Q a démarré en 2017, je pense en octobre 2017, les postes. Et le but était de réveiller les gens sur certains sujets. Donc, si on considère que c'est vraiment des agences de renseignement qui voulaient réveiller le peuple, c'est sûr qu'il y a eu des postes, hein, il y a eu des centaines de postes depuis, qui ont révélé avec anticipation ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui était très, très déstabilisant. Mais au départ, en 2017, ils étaient en alerte sur quoi? La fondation Clinton, les revenus de Nancy Pelosi. Euh, et toujours en publiant ces posts, il y avait toujours une question. À qui profite l'argent? L'argent amène quoi? Le pouvoir. Je pense que c'était pour faire réfléchir les gens et c'était très, très judicieux parce que quand on relit les posts aujourd'hui de 2017-2018, on se rend compte qu'ils se déroulent exactement ce qu'ils avaient prédit. Et ça, Totalement. ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, effectivement, on peut supposer qu'il y a une volonté par les réseaux sociaux. Et en plus, le président Trump a fait plusieurs clins d'œil à Q. Et les gens, les supporters de Q, ouais, parce que ça crée une communauté, se sont mis à lister ces clins d'œil, hein, le jour son dernier discours de départ. Ils ont remarqué qu'il y avait 17 drapeaux sur la scène. Donc le chiffre 17 est devenu très emblématique. Et ce que j'ai remarqué pendant la dernière campagne américaine avec Kamala Harris, elle-même
a dit à plusieurs reprises devant les médias qui, eux, ne comprennent pas ce langage. C'est comme un langage codé. Elle a dit, je me suis rendue 17 fois dans cette ville, j'ai fait 17 déplacements, elle aussi. Et là, on pouvait se demander si Biden elle-même n'était pas carrément, j'allais dire, instrumentalisée par l'agence de renseignement qui se cache en arrière de Q. Donc, c'est ça qui était très intéressant parce que Biden aussi, on l'a vu porter une casquette hein, du Parti républicain. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et on pouvait se Et questionner. et ensuite, quand ils sont allés voter, Biden et sa femme Jill était habillée tout en rouge et le rouge, c'est la couleur de MAGA. Exact. Donc, Q a amené comme une façon de coder par la symbolique et les gens se sont mis, enfin ceux qui suivaient Q, se sont mis à remarquer ça et après on voyait aussi dans les publications au niveau des hashtags, le président Trump, mettons, publiait un post qui n'avait rien à voir, heu, avec Q directement évidemment, mais à 17h17. Ouais, Et le général Flynn aussi d'ailleurs, hein. Des points de détail qui ont permis de maintenir une certaine curiosité et de faire dire aussi un certain engouement, pour les patriotes qui soutenaient Q, de dire: «Oui, on n'est pas seul et on va arriver à quelque chose. Il y a un plan qui se déroule» et à générer une confiance dans le public. Ensuite, on a le mouvement, QAnon qui est et est-ce que je peux excuse-moi, je veux surtout pas t'interrompre, mais c'est très important pour, tous les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses et oui, qui disent: «Oh, ça, c'est une histoire un peu bizarroïde de complot avec le nombre 17 et tout ça et cetera». Non, il faut comprendre qu'il y a un langage codé oui, qui peut être, utilisé pour communiquer avec les gens et que trop souvent, les gens ne comprennent pas à quel point nous avons tous subi un lavage de cerveau et qui vient, c'est très orwellien, où on a appris à parler oui, un certain langage, où on n'entend même plus d'autres langages et donc si on contredit le langage auquel on est habitué, le langage, c'est l'habillage des idées, en oui, fin de compte, il va être rejeté automatiquement. Donc, on est obligé de passer par un langage codé que ceux qui vont être vraiment intéressés dans le fait de découvrir, qu'ils vont aller chercher et ça va les amener à cheminer quelque part, plutôt que de l'avoir en pleine face comme ça. oui. Et ça, c'est l'objectif du langage codé qui a été utilisé depuis la nuit des temps, Oui, tout le ce temps, n'est hein. pas nouveau, oui. Et Mais excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je voulais oh non, seulement c'est pas préciser grave. ça. Mais non seulement ça, de cheminer, mais aussi de redonner un souffle à ces troupes que j'allais dire les gens étaient en suivant Q. Parce que dans la réalité, plus la censure était là, hein, on a juste à regarder, plus les restrictions, les privations de liberté, plus c'était difficile. Et parfois, il y a eu évidemment des influenceurs hein, qui ont suivi ça aussi. Mais moi, je me suis même demandé si certains influenceurs n'étaient pas aussi manipulés parce que, il y a eu une usure dans le soutien des patriotes quand depuis plusieurs années, on a entendu, «Il va y avoir un blackout, faites vos provisions, tout va Ouais, s'effondrer» et ce n'est pas ça qui est arrivé. Je n'ai jamais pensé à ça et on le voit aujourd'hui, dans la politique de l'administration Trump. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par la finance pour, drainer le marais, hein. ouais, ouais. En expression. Ce n'est pas une guerre ouverte où on voit des arrestations à tout va, des ce n'est pas ça, c'est par les finances. Donc le plan était quand même bien établi, mais Q, a servi de soupape, de souffle à ceux, qui suivaient ça et qui avaient l'espoir que quelque chose changerait un jour et qui étaient conscients de ce qu'on vivait, des dépressions, comme je l'ai dit, des privations de liberté. Donc c'est un mouvement, qui est quand même intéressant et je suggère aux gens d'aller sur internet et de regarder les posts de Q. Il y a les dates, les heures. Faites attention aux détails et regardez comme
le plan était clair dès le départ, hein, mais il fallait avoir les bonnes lunettes. Façon de parler, mais Voilà. Alors, seulement pour que les gens ne tombent pas dans les mensonges, est-ce que oui. tu peux faire la différence entre Q et QAnon? Oui, QAnon est né pour, créer une confusion, à mon avis. Hem, Parce que c'est vrai que les gens QAnon mélangent et la question, c'est quand on regarde qui a créé QAnon? Hein, faut toujours se poser les bonnes questions. Qui l'a créé? C'est très difficile à trouver et quand on ne trouve pas, quand il n'y a pas de signe distinctif, on doit se poser des questions parce que QAnon, en semant la confusion, a a permis de a voulu couper l'herbe un peu sous le pied à Q, d'une certaine façon. Mmh. Donc c'est deux choses complètement différentes et peut-être pourrions-nous supposer que, la CIA est en arrière de QAnon, puisque la CIA est très attaquée, par, la CIA qui est reliée à l'État profond aujourd'hui, on le sait, hein, on le sait, est très attaquée donc à partir de là, c'est des méthodes, qu'ils ont utilisées depuis longtemps. On crée la confusion dans l'esprit des gens et on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux et on se lasse à ce moment-là. Donc Mmh. cela veut dire que Q peut perdre, hem, des personnes qui, au départ, voyaient clairement, qui après sont devenues confuses, qui ont dit: «Oh, c'est trop compliqué». Donc c'est ça que ça a créé. C'est ça et puis Ouais, on a vu voilà. QAnon dans tous les pays, hein, aussi, hein. En France, il y a un mouvement QAnon important, Mmh. mais regardons les pays qui sont, articulés, dans l'ombre par l'État profond, hein, il y a ça aussi. Ben, on le voit aujourd'hui avec toutes les décisions de Trump et comme tu as si bien dit, il s'attaque, sur un plan financier. À Oui, partir du moment où on arrête de nourrir, toutes ces autres organisations et cetera et notamment les médias par le biais de l'USAID, indirectement ou plus directement et même d'autres, on voit aujourd'hui, par exemple, MSNBC en train de licencier des gens de plus en plus parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'argent a été asséché quelque part et ils ne peuvent plus le dépenser de la même façon. Et ça, c'est bien plus efficace que d'arrêter les gens, de les mettre en tôle. Parce que tout à si on fait. arrête les gens, on les met en tôle, on va crier au scandale du fait d'enlever l'expression libre et tout cela, etc. Alors que là, si on coupe les vives, moi j'aime bien toujours utiliser le mot, il faut affamer la bête, il faut affamer le dragon. Tout à Et fait et on le voit aujourd'hui, quelle est la que fait l'administration Trump des audits. L'audit du Pentagone, hein. Le dernier audit du Pentagone, en passant, a eu lieu en septembre 2001, hein, et il y a eu les attentats et justement l'avion qui s'est crashé au Pentagone, physiquement, il a détruit le lieu où l'audit avait lieu et tous les documents ont été perdus et l'audit s'est arrêté. Depuis, il y a plus eu d'audit, et le troisième bâtiment hein, donc qui est tombé, celui de 47 étages, où il n'y avait pas d'avion ni rien, rien, rien. C'est là où il y avait toute la comptabilité de la CIA et du Pentagone. oui, c'est ça et depuis, ça a été terminé évidemment, il y a eu les fameux attentats donc l'audit, est la solution pour aller au fond des choses et on voit aussi aujourd'hui, on parle de Fort Knox, hein, l'audit de Fort Knox, là où sont détenus, une grande partie des réserves d'or des États-Unis, hein. Mmh. On a vu, c'est très récent là donc et à quoi ça va servir ça? Hein, posons-nous la question. Si on se rend compte qu'il manque parce que je pense que c'est, je ne sais plus, c'est énorme là, le nombre de tonnes d'or que détient les États-Unis. Je pense que c'est 4 500 tonnes à peu près, quelque chose Officiellement, il devrait y avoir 8 000 tonnes. officiellement, oui. Mais est-ce qu'elles y sont et tout cela? Et c'est très bien que tu aies soulevé ça parce que je crois que c'est important que les gens comprennent. Heu, le dollar, depuis le pétrodollar, il ne veut pas dire grand-chose, mais en fin de compte, l'Amérique a exporté ses dettes et c'est comme ça qu'elle continue à vivre. Mais il y a une valeur qui reste là, c'est l'or. L'or continue à fonctionner, tout simplement parce qu'il ne représente rien. C'est de l'or, c'est tout. Et c'est une des choses que De Gaulle avait comprises et qu'il Oui, voulait échanger le dollar contre l'or. Et c'est pour ça qu'ensuite, une des premières révolutions de couleur, c'était mai 68, hein, qui tout à était fait.
organisé par la CIA avec l'aide de l'USAID à l'époque Oui, et tout cela. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne trompent pas. C'est ce qui se passe sur le plan économique en arrière-plan où on n'en parle pas. Londres est le centre financier du monde. oui, Je ne suis pas en train de parler des hedge funds ceux qui sont à Wall Street, mais le centre financier, le Royaume-Uni aujourd'hui n'existe que par ça. Il n'y a rien d'autre qui se fait et c'est là-dessus, on blanchit de l'argent, etc., on récupère des choses. Et il y a un mouvement d'or qui est en train de se faire énorme à partir de Londres vers les États-Unis. Et il faut toujours suivre ce genre de phénomène parce que c'est là où on comprend où la haute finance pense qu'il va se passer au niveau de l'économie. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une croyance en Trump, dans son économie et dans ce qui est en train de se passer et c'est en train d'aller dans ce sens-là. Mais c'est pas en train de vider les caisses d'or de la Russie, qui continue à en accumuler, ou de oui. la Chine, mais c'est en train de vider complètement les caisses d'or de l'Europe. Oui Et et des États-Unis, on va voir, je pense qu'on va savoir, ce qui reste, mais si on prend les pays à tendance, mondialiste, on va dire ça comme ça, prenons le Canada, il n'y a plus d'or au Canada. ouais. Justin Trudeau a fini de liquider l'or qui restait. Donc sur quoi faut se poser la question, sur quoi, notre système financier repose? Sur rien. Parce que je crois que c'est sous Nixon, hein, que l'étalon or a été, abandonné C'est aussi ça, en 71 avec c'est ça, Kissinger et tout ça, oui. aux États-Unis. Donc et que font les BRICS aujourd'hui? Tous les pays qui adhèrent aux BRICS, ils achètent de l'or parce que c'est ça qui va garantir la stabilité, de leur économie, de leur monnaie. Donc si on se rend compte aux États-Unis que les réserves d'or ont été épurées ou que l'or a disparu, parce que c'est ça la question, heu, qui est-ce à qui ça va porter tort? À la réserve fédérale, évidemment, parce que et oui, faut toujours penser à ça, parce que la réserve fédérale est autonome, indépendante, on ne peut pas, le gouvernement américain ne peut pas intervenir dans la gestion de la réserve fédérale, à Mmh. moins qu'il y ait peut-être, quelque chose, comme un événement comme celui-là. L'or a disparu en partie, il manque de l'or et là, peut-être, ça va permettre de reprendre la main, Ben, sur la réserve fédérale s'enrichit sur des dettes. ben, c'est comme la Le dette, dollar aujourd'hui, c'est une Federal Reserve Note. oui, Une note, c'est une dette. c'est de la dette. C'est même pas une dette, c'est une reconnaissance de dette. Mmh, Et si on compare la valeur hors-dollar, si on revient il y a 100 ans, une once d'or, qui était une pièce oui, de 20 $ en or, elle pesait une once, c'est-à-dire environ 30 grammes, et elle valait 20 $. Et pour ces 20 $, un homme pouvait acheter un très beau costume, une belle paire de chaussures, une belle ceinture, etc. Ça, c'était le standard. Aujourd'hui, c'est passé à presque 3000 $ l'once. oui, Et tout ça, ça s'est fait très rapidement, surtout au cours des dernières années. Ça veut dire que si on prend la différence entre 3000 et 20 $, il y en a pour 2980 $ qui sont passés en usure, c'est-à-dire en intérêts, qui ont servi à enrichir la Federal Reserve, qui veut dire les banques, tout à les fait. grosses banques. Et donc, toutes les grosses banques se sont enrichies sur le dos de tout le monde parce que cet échange entre l'or et le dollar, c'est réellement un impôt, c'est une autre inflation. Oui, Et c'est là où on voit comment ça fonctionne. Alors, il y a des gens qui sont des experts là-dedans qui disent que s'il fallait vraiment amener l'or à sa vraie valeur, aujourd'hui, il faudrait encore multiplier par 4. C'est-à-dire, ce ne serait pas 3000 $, ce serait 12 000 $. Et là, bon, il y aura un écroulement énorme. Alors, comme on a parlé de Kennedy et tout cela, et on voit ce que Trump est en train de faire, et il est en train d'insinuer qu'on va peut-être pouvoir revenir à une parité du dollar et de l'or,
Oui. Le dernier à avoir fait ça, c'était Kennedy avec le Tout à Silver fait. Certificate. Mais en fait, Trump applique le plan de Kennedy aujourd'hui parce qu'il a les moyens de le faire. Parce que Kennedy, à l'époque, il y avait un plan, et bon, il a été assassiné comme on le sait, mais dans son plan, même s'il avait la majorité au Sénat et à la Chambre, il avait quand même de l'opposition, hein, notamment les élus des États du Sud. On appelle ça les, si j'ai bonne mémoire, les Dixiecrats. Dixiecrats. Oui, en anglais. Donc, eux s'opposaient à quoi? Ils s'opposaient en fait, c'était des États qui s'opposaient aux libertés civiques, hein, pas des États, mais des membres du Congrès. Ils s'opposaient à ça. Ils ne voulaient pas, ils s'opposaient à la discrimination raciale. Enfin, ils ne voulaient pas, ils voulaient garder leur côté élitiste et ils se sont rebellés contre Truman au départ, hein, qui était supporté par les États du Sud au sein du Parti démocrate, hein, je précise, et que quand il a commencé à soutenir les droits civiques, ben, ils se sont rebellés, ils ont fondé le parti. Et ensuite, d'ailleurs, aux élections de 1948, ils ont quand même gagné 4 États du Sud et 39 grands électeurs. Et ça a divisé le Parti démocrate. La question des droits civiques, la question de tout ce qui était racial était très importante aux États-Unis à cette époque-là. Donc Kennedy se retrouvait quand même avec des démocrates qui ne suivaient pas non plus nécessairement ses idées. Donc, ça n'a pas été facile d'appliquer son plan. De toute façon, il n'a pas pu le rendre à terme. Mais aujourd'hui, Donald Trump a les coups des franches pour ça. C'est ça la différence. Et on a attendu combien? Plus de 60 ans. Alors, je vais poser une question assez directe là, parce que moi, je trouve ce qui est important dans le fait de savoir qui aurait pu assassiner JFK, et j'aimerais bien que tu passes par les différentes possibilités de qui sont les différents acteurs de l'époque. La raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, comme tu viens de nous dire que Trump continue le plan de Kennedy, hein, d'ouvrir toute la vérité sur des tas de choses et pour que le peuple sache qui est derrière pas mal de choses, les mêmes risques, il les encourt. Les mêmes risques que Kennedy a encouru, Trump l'encourt. Oui. Et ceci dit, la plus grande bénédiction qui ait pu arriver à Trump, c'est d'avoir eu ce hiatus entre son premier mandat et son deuxième mandat de 4 ans où il a pu se préparer et faire des choses. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de Trump ni sa capacité de diriger. Tout le monde pense que Musk est le deuxième président. Non, 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 faut pas. Non, Musk je ne s'occupe crois de pas. certaines choses très précises, mais c'est Trump qui dirige. Hein, ça, c'est évident. Alors, revenons à l'époque Kennedy et qui sont les différents acteurs qui auraient pu le faire. Je vais les citer très rapidement, puis ensuite je vais te demander de rentrer plus dans le détail. Il y en a qui parlent de la CIA, il y en a d'autres qui parlent du complexe militaire-industriel, il y en a d'autres qui parlent d'Israël et du Mossad à cause des difficultés entre Kennedy et Ben Gurion à l'époque. Il y en a d'autres qui parlent de la mafia, etc., etc. Il y en a d'autres qui parlent même de Castro et de Cuba. Donc, est-ce que tu peux toucher à tous ces différents points-là et à travers toutes tes recherches, et c'est pour ça que tu as fait quelque chose de romanesque, parce que tu veux que les gens réfléchissent à eux-mêmes et arrivent à des conclusions. On va peut-être avoir un éclaircissement très bientôt avec les dossiers qui vont être déclassifiés, mais j'aimerais que tu rentres plus en précision sur toutes les possibilités de qui était derrière l'assassinat de Kennedy et pourquoi. Euh, qui était derrière? Ben, on peut envisager évidemment la CIA, comme citer tout ce que tu as cité. Moi, je crois que l'État profond était déjà très bien articulé à l'époque, hein, une machine bien huilée, et qu'il est allé chercher plusieurs acteurs à différents niveaux qui avaient tous un intérêt particulier à ce que Kennedy disparaisse. Et sans que un peu compartimenté, sans que personne ne sache vraiment
qui articule. On pourrait pas mettre un seul nom. En fait, c'est ça. Souvent, dans une enquête criminelle, on cherche un responsable. Mais de la manière dont est structuré l'état profond, c'est très compliqué de remonter à la source. Donc, est facile quand quelqu'un a un intérêt particulier à voir disparaître quelqu'un, on peut appuyer sur plusieurs boutons et créer quelque chose qui sera presque impossible à, à éclairer plus tard. Surtout que nous sommes plus de 60 ans plus tard, comme je l'ai déjà dit, qui va être tenu responsable? Même s'il était avéré, ah, c'est le Mossad. Ceux qui ont décidé ça à l'époque ne sont plus les acteurs d'aujourd'hui. Ah, c'est la CIA. Allen Dulles n'est plus là non plus. Donc, ça va être difficile, ça va être un éclaircissement vraiment post-mortem 60 ans plus tard, mais est-ce qu'on va tout savoir? Je ne crois pas qu'on pourra remonter vraiment à une source unique, parce que l'état profond, c'est quand même assez diffus. Hein. Il y a des membres, il y a des gens qui sont recrutés à différents paliers, que ce soit médiatique, que ce soit législatif, exécutif, et à partir de là, comment identifier un seul responsable? Je crois que ça va être difficile. Donc, toutes les avenues sont ouvertes. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de regarder comment l'état profond s'est constitué. C'est ça que j'ai fait, moi. Comment il est constitué depuis, au point de vue historique. Hein? C'est ça qui va être important. Autrement, je crois que les gens peut-être vont être un peu déçus, c'est possible, mais parce que les dossiers déclassifiés, je ne pense pas que tout va être déclassifié. Et que contiennent-ils? Est-ce qu'ils contiennent tout? Je ne crois pas non plus. Donc, Le FBI vient de dire qu'ils viennent de retrouver, comme par hasard, oui, 60 des milliers de pages, pages, ouais. 25 000 pages. Où est-ce qu'elles étaient, ces pages? Bah oui, mais c'est sûr, mais la secrétaire de Kennedy, hein, Evelyn Lincoln, avait conservé des documents aussi. Hein. Mhm. Il y a quelque chose qui, volontairement, il y a eu des documents de protégés. Ce qu'on va en voir sortir, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est une partie de cela. Mais bon, on va juste avoir un regard sur l'histoire, se retourner. Mais la question, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, l'état profond va perdre de sa supériorité? Je crois que oui. Hein. Pour ne plus articuler les politiques, que ce soit politique monétaire, dans les pays pour en bénéficier et continuer à avancer dans une voie qui était très nuisible pour tous les peuples concernés. Parce qu'il y a des pays qui sont plus, j'allais dire, habités par l'état profond que d'autres. Mhm. Donc, Et on verra. alors, pour toi, ça serait plutôt quel pays, si on peut te poser la question très ouvertement? Regardons les pays, prenons simplement la période du Covid et regardons les pays qui ont mis les mesures les plus draconiennes pour leur peuple. Et on va avoir la liste. Et finalement, il y a presque 200 pays dans le monde là, donc ce n'est pas tout le monde qui a été soumis à cette rigueur, hein, à ces pressions. Ah, Hein, donc, si on prend, il y a des pays d'Europe, évidemment, hein, la France, le Canada, alors je crois que nous étions en tête, ça c'est sûr, hein, parce que être privé pendant 3 ans de sortir d'un pays si tu n'étais pas injecté, je trouve ça, ça a été très difficile. Pour mhm. moi, ça a été difficile dans le sens que tu immigres dans un pays qui se dit libre, ouvert, et finalement, tu te retrouves dans une prison psychologique. Il n'y a pas que Mhm. le Canada. En France, je suppose que c'était pareil, mais particulièrement ici. Donc, pour savoir quels pays sont liés à l'état profond, regardons aussi quel pays avait comme conseil le cabinet McKinsey. Et on se Mhm. rend compte que la France, le Canada et encore je ne sais combien de pays. Donc, et là, on comprend comment s'articule cette machine de l'ombre. Mhm. D'accord. Rappelle-nous, pour toi, la naissance de l'état profond, c'est quand? Si on peut Ah, situer. c'est vraiment,
il y a très, très, très longtemps, hein, je l'avais déjà cité, c'est parti de Jérusalem à l'époque, mais ça s'est vraiment, intensifié, j'allais dire, quand on a vu, aux environs de 1720, là, quand la franc-maçonnerie a changé, hein, devenue plus spéculative, j'en avais déjà, j'avais évoqué Hein. aussi, donc, et qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était important de maîtriser dans une société, on va dire, les arcanes du pouvoir et qu'on pouvait s'enrichir beaucoup. Donc, c'est à partir de là, je crois que ça s'est vraiment, vraiment développé. Puis, mais surtout, quand on a vu aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, la machine de l'État profond était bien installée, mais quand on a vu tout ce qui s'est créé, la Société des Nations, une volonté d'aller vers quelque chose de plus mondialiste par les Mmh. organisations. Euh, Après, on a vu l'ONU, toutes ces et puis au niveau bancaire aussi, les réserves, on va dire les banques fédérales, en Europe, hein, équivalent de la réserve fédérale, hem, La FMI, le Fonds monétaire FMI, international, le Fonds tout ça. monétaire international, donc toutes ces structures, qui, plus haut, activaient des mécanismes dans plusieurs pays en même temps. Donc, c'est là où vraiment ça a pris, une certaine vitesse de croisière. Et est-ce que la deuxième guerre n'a pas servi également à cacher tout ce qui se passait? Parce que à l'époque, il y avait déjà une intensité qui se préparait. Je viens de parler de la FMI, l'OMS, Organisation mondiale de Oui, la ouais, santé, mais à la oui, même époque, UNESCO, qui était United Nations Educational, après Scientific, and Cultural Organization. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'éducation, la science et la culture. Et celui qui était nommé à la tête de l'UNESCO, le premier président ou secrétaire de l'UNESCO, était un frère de Aldous Huxley, qui avait écrit Le meilleur des mondes. oui. Et donc, c'était tous des gens qui étaient mondialistes et surtout qui voulait agir sur la maîtrise transgénique et eugéniste et tout ça. Oui, tout à Et fait. on en voit les résultats aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, ça met quand même un certain nombre d'années à s'infiltrer dans les sociétés. Mais aussi, il y a eu le développement comme Bilderberg, hein, qui a été créé. On en- on voit ça. 51 par là? Oui, c'est ça, et qui permettait aux pays de se réunir secrètement, hein, d'une certaine façon, pour échanger des idées, à tout point de vue, hein, scientifiques, même militaires, et les journalistes étaient tenus en dehors de ce qui se passait, et ça a toujours perduré et c'est encore de nos jours. Donc on voit une volonté d'organisation entre les pays, heu, sur les divers aspects de la société, hein, scientifique, militaire, à tous les niveaux, pour coordonner, une idée dans l'action du mondialisme et aller vers un nouvel ordre mondial. Qui a parlé du nouvel ordre mondial en premier? C'est dans les années 70, et plusieurs présidents, dans leurs discours, en ont fait référence, hein, vraiment. George Bush senior, Oui, le plus. Mmh. oui, le plus. Donc, il y a quand même quelques décennies, ce n'est pas nouveau. En fait, ce qu'on croit de nouveau aujourd'hui a été installé bien avant, et c'est ce décalage-là que parfois les gens ne comprennent pas ou n'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'on en revient aux médias, hein. Les médias ne reflètent pas la réelle actualité, à ce niveau-là, hein. Ils nous parlent d'autre chose, Ouais. et comme et et c'est intéressant maintenant parce que maintenant il y a une naissance de l'internet et surtout aux États-Unis où, il y a tous les médias classiques officiels qui se sont écroulés. oui. Bien plus qu'en Europe et cetera, que ça soit, NBC, ABC, CBS, MSNBC, PBS, tout ça, c'est en train de s'écrouler et d'ailleurs et même le Associated Press qui nourrit tous ces gens-là, a été viré des conférences de presse à la Maison Blanche où Oui, ma maintenant il a invité beaucoup d'autres personnes qui sont des gens sur internet et tout ça et donc c'est en train de changer radicalement.
Et qui sont assis au premier rang, hein. Quand on Ouais, connaît, la salle de presse à la Maison ouais, Blanche, il y a quand même du monde. Le premier rang était réservé d'habitude aux médias, on va dire, grand public. ouais. Et l'administration Trump a changé ça, hein. La première rangée maintenant, ce sont, des médias alternatifs et les journalistes des médias grand public se situent à l'arrière et ça, j'ai trouvé ça, incroyable, qui Mmh. et qui finalement résonne dans l'air du temps parce que c'est bien grâce, aux médias alternatifs ou même à nos simples conversations, hein, que nous avons qui on est là pourquoi? Pour informer le public, pour les éclairer et qu'après eux-mêmes, fassent leurs recherches et s'ouvrent l'esprit à ce que nous vivons, qui est quand même, historique. Mais on le saura plus tard. Nous, on en a conscience, tu en as conscience, j'en ai conscience, mais ce n'est pas tout le monde. Donc Oui, c'est oui, c'est très intéressant et je voudrais rappeler à tout le monde, c'est pour ça que ton livre là qui est derrière moi, Héritage est tellement important et pourquoi tu as choisi, sans doute en connaissance de cause, mais peut-être avec un peu de hasard et de bonne chance également, de faire une œuvre, romanesque, c'est-à-dire une œuvre de fiction. C'est parce qu'on peut dire bien plus de vérité dans la fiction que dans les documentaires. Les documentaires, on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut, tout ce qu'il faut, c'est choisir certaines données, à un certain moment et dans la plupart des documentaires et des données, c'est comme dans les livres d'histoire, hein, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. On sait à quel point la Révolution française a cherché à effacer complètement toute l'histoire de France à ce moment-là. Et heureusement qu'il y a eu les auteurs de fiction, heureusement qu'il oui, y a eu les Alexandre Dumas, les Victor Hugo, qui en fin de compte ont véhiculé bien plus de vérité à travers des œuvres romanesques que les autres. Et donc, pour nous tous, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez la chance d'avoir entre vos mains le livre de Nathalie, parce que c'est un livre qui risque d'être bien plus important que les livres d'histoire qui pourraient être écrits aujourd'hui, parce que les choses en termes d'histoire changent tellement vite. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent des réponses. Alors, qu'est-ce que tu es Kennedy? Qu'est-ce que tu es? Plutôt que de réfléchir et de comprendre tout ce qui se passe derrière. Parce que qui a tiré directement sur Kennedy, même s'ils étaient plusieurs, est moins important que toute la préparation qui a été faite à ce niveau par des forces derrière. Donc, de nouveau, bravo pour ton livre parce que, merci et beaucoup. pour le deuxième tome qui va sortir et le troisième, j'espère. Et là, tu avances plus vite sur le deuxième et le troisième, Oui, non? j'ai pratiquement fini le deuxième, mais le plan, était fait depuis longtemps, et après je vais attaquer le troisième tome, ouais et là, on va parce que mon livre rejoint l'actualité, hein, c'est ça le oui, ça explique, beaucoup de choses du point de vue historique, mais dans le cadre romanesque évidemment, hein, où c'est vivant, il y a des personnages, on ne s'ennuie pas et le troisième tome, ça va être aussi pour, vraiment exposer la lutte de l'ombre entre qui se passe en arrière, entre l'État profond et ceux qui y résistent. Donc, comment, s'est placé le plan de, on va dire Trump qui est la j'allais dire le représentant de cette force en arrière et depuis Kennedy, comment ça s'est articulé au début et c'est ça en fait. Comment ça a été créé? Donc ça, on l'a dans le deuxième tome et est-ce que ce carnet, le carnet des présidents, hein, qui contient, certaines choses, heu, Trump l'a en sa possession? Telle est la question. Donc c'est ça l'objet de la saga. C'est Ah, important de comprendre et de voir comment, c'est incroyable, comment les choses peuvent s'articuler parfois et comment certains hommes sont passionnés et de remettre j'allais dire, les choses à leur place et sont investis dans le bien et travaillent pour le bien du peuple. Il y en a, mais l'État profond était tellement bien installé que la lutte a été longue et difficile et elle n'est pas terminée parce bien que sûr, et l'État profond cherche à détruire la notion de populisme. Un parti populiste aujourd'hui, ça sera tout de suite taxé d'être d'extrême droite avec les trucs hitlériens, tout ce qu'on veut, etc. Alors que populiste, c'est quelque chose qui représente bien plus le peuple et oui, qui est inévitablement, il faut amener une certaine transparence. Et on voit déjà l'effet Trump.
en train d'arriver en Europe également. Et le simple fait que Robert Kennedy Jr. soit dans le gouvernement de Trump actuellement, et en dit long également hein, sur ce qui va se passer. Oui, puis ça va être difficile dans un sens parce que lui, il veut réformer évidemment tout ce qui touche à la santé, notamment au niveau des, j'allais dire des vaccins. Et il faut savoir que plus de 61% des Américains croient encore aux vertus des vaccins. Donc lui, ils ne peuvent pas arriver et en un seul coup tout changer. Donc ça va passer par éduquer le peuple et donner des informations qui sont tangibles et qui vont expliquer le pourquoi du comment. Parce que dans le plan qui est prévu au niveau de l'administration Trump, il est évident qu'il va y avoir une réforme au niveau, j'allais dire, des liens entre les compagnies pharmaceutiques et le peuple. Il faut rééduquer parce que les gens fonctionnent beaucoup sur la peur. Ça fait des décennies qu'on utilise ça, la peur, et ça fonctionne. La peur du Covid, vite, vite, vous allez contaminer tout le monde, il faut y aller et tout le monde l'a cru. Donc, il y a un gros travail au niveau pour Robert Kennedy, au niveau j'allais dire, du peuple américain, à voir les choses d'une autre façon. Mais c'est une belle volonté et je crois qu'elle va s'exercer à un moment donné. Et c'est quand même une figure qui est pris au sérieux, hein. Son combat ne date pas d'aujourd'hui. Mhm, Mais lui aussi avait été bâillonné par les médias et mhm. finalement, il n'a pu avoir la parole hem, qu'en se présentant au départ, hein, si on regarde les événements, comment c'est articulé, il se présentait pour la campagne présidentielle. Il a commencé à faire campagne. On savait qu'il allait se retirer, mais là, les médias ont été obligés de lui donner la parole. Hein, c'est ça aussi. Donc Mhm. aujourd'hui, je crois que oui. Puis lui-même, hein, il a un historique familial, son oncle, son père, il a quand même, Ouais, quelque chose, ouais. un héritage, sur les épaules. Donc Et la différence avec JFK et Trump maintenant, c'est de nouveau, JFK a été président pendant même pas 3 ans. Hein. oui, Donc, c'était très peu de temps. Et il n'avait pas grand monde de son côté. Son ministère de la Défense, son ministre de la Défense, c'était McNamara à l'époque et tout ça, etc. C'était pas les bons. Il n'avait que Robert Kennedy, son frère, avec lui. oui. Mais de l'autre côté, Trump également, dans son premier mandat, n'avait pas que des bons et loin de là. Et aujourd'hui, Trump s'est entouré de bien plus de personnes qui vont dans le bon sens. Ouais. Et C'est pardon. parce que dans les partis, le Parti républicain ou démocrate à l'époque, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des rhinos, hein, des républicains qui, à la première occasion, se rallient contre le président lui-même. Donc, il fallait le premier mandat de Trump a permis, aussi d'identifier j'allais dire les traîtres au sein du parti. Il n'aurait pas été possible en 2016 d'appliquer ce qu'il applique aujourd'hui. Donc, c'est impossible. Et Kennedy, c'est pareil, c'était difficile. Il avait le plan était ambitieux, hein, au niveau des élus, mettre un comité d'éthique, il y avait beaucoup, beaucoup de points. Mais de là à l'exécuter, c'était difficile, hein, parce que, par exemple, il voulait, au niveau des gros conglomérats industriels à tous les niveaux, il ne possède pas plus de 20 milliards d'actifs. Il y avait ça dans le plan. Mais les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Donc, ça paraissait et ça aurait paru difficile à exécuter dans ces années-là. Mais les points communs entre JFK et le président Trump, premièrement, aucun des deux n'appartenait, que ce soit à la franc-maçonnerie, au Skull and Bones ou un autre réseau secret. Donc, à partir de là, ils étaient plus des électrons libres, hein, parce qu'ils n'étaient pas tenus en arrière par quelque chose. Ensuite, les deux font passer l'intérêt de leur pays en premier. Ça, c'est important. Et puis, si on se réfère à ce fameux discours que j'avais cité dans notre deuxième interview, l'ennemi est à l'intérieur, en fait. Il n'est pas à l'extérieur.
Et Trump, c'est ça qui nous le démontre. Il se tourne vers son pays et fait le ménage à l'intérieur de son pays et non pas contre des forces étrangères. Et à ce propos, il y a quelque chose que je voulais souligner. Je crois que c'est en 2018, Trump avait voté un décret, je crois que c'est le 13-348, qui prévoyait des sanctions contre l'ingérence étrangère dans les élections. Hein. Mhm. Mhm. Et étonnamment, Biden a reconduit ce décret tout le temps, tout le temps. Il ne l'a jamais annulé. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir que lui-même, qui pourrait être impliqué dans certaines, j'allais dire, mauvaises transactions, et au niveau des élections, on a vu qu'il y avait peut-être eu quelques tricheries, hein, qui lui-même reconduit ce décret. Donc, on a hâte de voir aussi où tout ça va mener. Parce que Ouais. je crois qu'on va avoir des surprises, peut-être dans quelques temps, à ce niveau-là, que ce soit en France, au Canada ou même aux États-Unis, au niveau de la façon dont les élections ont été menées avec les machines dominantes. Moi, j'étais très emballé aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que je viens de prendre connaissance de certaines choses qui viennent de se passer. Et aujourd'hui, à l'heure que nous enregistrons ça, on est le mercredi 26 février, seulement pour que situer dans le temps, les choses se passent tellement vite en ce Tellement moment. vite, ouais. Donc, on est obligé de le préciser. Il faut que vous compreniez que on peut faire beaucoup de choses par décret aux États-Unis, mais le décret peut être renversé par le prochain président qui va prendre un décret dans l'autre sens. Oui. Donc, c'est presque comme si on est en train de se noyer, on revient à la surface, on prend une bouffée d'air, ça c'est la première chose pour être sauvé. Mais ensuite, pour que les choses soient durables, il faut qu'elles soient votées par le Congrès, la Chambre des représentants, et ensuite le Sénat. Et là, j'étais très emballé parce que Trump a amené un de ses décrets à être voté à la Chambre des représentants et il est passé. Donc, c'est passé. C'est celui qui supprime les impôts sur les pourboires, les impôts sur les heures supplémentaires et les impôts sur les retraites. Et plus d'impôts sur les retraites. Et donc, ça vient de passer au niveau du Congrès, la Chambre des représentants. Maintenant, il faut que ça passe par le Sénat. Ouais. Mais je pense que parce qu'il y a tellement de sénateurs républicains qui, normalement, pourraient voter dans le sens contraire, mais qui sont tellement mouillés dans la corruption Tout à fait. et les pots de vin par le biais de l'Ukraine que Trump est en train de leur dire faites gaffe, hein, faites un peu gaffe quand même. Mais c'est bien, les États-Unis vont devenir un exemple de société parce que ça se passe chez eux. Si les Américains ont moins d'impôts, si leur qualité de vie augmente, si tout devient plus positif, l'immigration est plus contrôlée et que leur économie va bien, qu'il n'y a plus ou peu d'inflation, c'est un exemple. Peut-être que les gens, moi je prends le Canada à côté, vont dire: «Hey, pourquoi eux, ils payent, moins d'impôts? Pourquoi nous, il y a rien qui change?» Donc l'influence des États-Unis est très très importante et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on va avoir des effets, même jusqu'en Europe, c'est certain. Donc ils vont probablement montrer l'exemple. Comment un pays peut être géré sans étouffer financièrement, les citoyens? Hein? C'est possible. Parce que qu'est-ce qui arrive? On paye des taxes, on paye des impôts, on paye des taxes sur les produits, hem et finalement, au bout de la ligne, qu'est-ce qui reste? Et les gens travaillent pour peu, hein? On peut bien parler, à l'époque, quand, au temps de la monarchie, les gens, ils payaient 70 d'impôts. Ça n'a pas changé. C'est sous une autre forme, mais on est quand même des Mais même c'est pas vrai, parce que si on revient au Moyen Âge, à l'époque féodale, oui. les gens étaient ravis d'avoir leur seigneur, Mmh. et le seigneur, c'était, quelqu'un qui est ça vient du latin, qui veut dire plus âgé, hein, Usagers. quelqu'un de plus respectueux et les seigneurs ne prenaient que 10 pour protéger les gens et ils en avaient besoin, ils avaient besoin de protection et tout ça et cetera, mais ils ne payaient que 10. Les gens conservaient 90 de ce pour quoi ils avaient œuvré. Bah, c'est vraiment différent d'aujourd'hui, hein. Tout à fait. Donc je crois que ce que mène, le président Trump comme politique, va permettre ça, d'ouvrir aussi les yeux,
dans d'autres pays qui quand même ont le regard braqué sur tout ce qui se passe là-bas. Donc pourquoi eux et pas nous? Voilà. Eh ben, écoute, Nathalie, merci beaucoup. Et il faudra sans doute que dans les semaines ou les mois qui viennent, qu'on refasse d'autres entretiens pour peut-être voir aussi ton opinion, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ce sera Avec toujours avec plaisir. grand plaisir qu'on va pouvoir t'interviewer. Mais c'est très important pour vous tous de soutenir l'œuvre de Nathalie en acquérant son livre, en parlant autour de vous et en amenant des gens à regarder ses interviews également, pour qu'ils puissent voir également comment réfléchit Nathalie, comment elle aborde les choses, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un, à la personne derrière le livre. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus, il ne faut pas regarder les faits et les données comme des faits et des données, mais savoir d'où ils viennent. Et là, vous avez l'occasion d'entendre Nathalie directement. Donc, vous savez d'où vient le raisonnement, le travail qui a été fait derrière et tout cela. Et c'est quelque chose que vous devriez regarder en permanence dans la politique, dans les affaires, même au niveau de toutes les informations que vous recevez. Ce n'est pas seulement les informations qui sont importantes, c'est qui les donne, qui dit des choses. Et ça, ça va devenir de plus en plus important. Nathalie, merci beaucoup, beaucoup pour d'avoir partagé tout ton savoir. Et on attend avec grande impatience le deuxième livre. Tu as déjà un titre? Euh, J'hésite. J'ai plusieurs possibilités. D'accord. Alors, on ne va pas poser de questions, ça sera une surprise. Ouais. Alors, pour tout le monde, regardez ici en bas, en description, en dessous, il y a l'URL et tout ça, où vous pouvez vous procurer le livre Héritage de Nathalie, ou Legacy en anglais, si vous le voulez. Allez sur le lien qui est mis en description pour pouvoir vous le procurer. Nathalie, de nouveau, encore une fois, Merci. merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bye bye.